Je suis entré dans la cuisine et j'ai entendu ma famille rire en regardant des photos de voyage. Cette villa à Biarritz était si paisible sans le chaos, a dit ma mère. Je n'étais sur aucune photo, mais j'avais payé la caution. Je n'ai rien dit, j'ai juste commencé à annuler les cartes qu'ils avaient oublié être à mon nom et j'ai annoncé la suite. À peine avais-je posé mes sacs dans la chambre d'amis que j'ai entendu les rires provenant de la cuisine. Ce genre de rire qui ne s'arrête pas rapidement, le genre qui reprend encore et encore comme s'il avait été mérité, comme si quelque chose d'hilarant venait de se produire et qu'ils le méritaient tous. Je suis resté dans le couloir une seconde et j'ai écouté. Ils ne m'avaient pas entendu entrer. Cela me disait déjà quelque chose. Je n'étais même pas censé être là pour le moment. J'avais avancé mon vol d'un jour parce que les billets étaient moins chers, et je m'étais dit qu'ils seraient heureux de me voir plus tôt. Je ne l'avais dit à personne. Je voulais que ce soit une surprise, mais apparemment, la surprise était pour moi. La cuisine sentait le café et quelque chose de sucré, comme du gâteau, ce qui était déjà étrange. Personne ne faisait de pâtisserie ici, sauf pour une occasion spéciale. Ils étaient attroupés autour de la table, tous les quatre, les visages illuminés par un écran. Je me suis approché. Mon frère, ma belle-sœur, ma mère, et même Julien, qui n'avait pas répondu à une seule conversation de groupe depuis des mois, tous assis là comme une grande famille heureuse. Ma mère a ri et l'a dit comme si c'était une blague sur laquelle ils s'étaient tous déjà mis d'accord, cette villa à Biarritz était si paisible sans le chaos. Mon frère a ajouté quelque chose sur le fait que c'était la première fois depuis des années qu'il dormait au-delà de 8 heures du matin en voyage. Ma belle-sœur a dit quelque chose sur le fait que personne n'avait fait de crise à propos de la crème solaire ou des courses. C'était étrangement spécifique. Puis j'ai vu les photos. Il se passait un iPad, faisant défiler des photos d'un voyage à Biarritz auquel je n'avais jamais été invité. Du sable, des verres de vin, des couchers de soleil. Ma mère avec un chapeau de soleil souple. Mon frère sur le porche tenant une canne à pêche. Julien, au barbecue, riant, souriant, créant des souvenirs. Ils étaient partis sur la côte basque pendant une semaine. Tous ensemble. Pas une seule photo de moi. Pas une seule mention de moi. Mais j'ai reconnu la maison. C'était celle pour laquelle j'avais payé la caution de 500 € 6 mois plus tôt, quand maman avait mentionné qu'ils pourraient peut-être faire quelque chose s'ils en avaient les moyens. J'ai versé l'argent parce qu'elle avait dit ne pas être sûre que tout le monde pourrait contribuer, mais qu'ils méritaient quelque chose de bien après une année difficile. Apparemment, ils ont interprété cela comme « partez sans moi et ne dites pas un mot ». Je n'ai rien dit. J'ai simplement fait demi-tour, je suis retourné dans la chambre d'amis et je me suis assise avec mon ordinateur portable. Je me suis connecté au compte que je savais qu'ils avaient oublié que je contrôlais, ce que j'avais créé à l'époque où les choses étaient difficiles, la facture d'électricité à mon nom, Internet, le service des ordures, l'assurance de leur voiture d'occasion mais fonctionnelle, et 3 cartes de crédit, toutes encore actives, toutes encore liées à mon adresse électronique. Toutes régulièrement remboursées par moi sans un merci. J'ai annulé la première carte, puis la deuxième, la troisième, je l'ai laissée ouverte pour le moment. Ensuite, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai signalé les paiements récurrents pour les factures du foyer. Annuler les prélèvements automatiques. S'ils voulaient la paix sans le chaos, ils pouvaient se la payer eux-mêmes maintenant. Je suis retourné dans la cuisine comme si je ne venais pas de bouleverser leur vie. J'ai versé un verre d'eau et me suis appuyé contre le comptoir. Ils ont levé les yeux comme s'ils venaient de me remarquer. Ma mère a cligné des yeux, a dit quelque chose comme « Oh, tu es en avance ». J'ai dit « Oui », je me suis dit que j'allais commencer ma visite un peu plus tôt cette année. Je leur ai dit que je serais là toute la semaine. Puis j'ai ajouté que je ferais quelques mises à jour pendant mon séjour en ville. Ils se sont tous un peu arrêtés, essayant de comprendre ce que cela signifiait. J'ai juste souri et dit « Je l'annoncerai demain ». Le lendemain matin, je suis descendu avant tout le monde, je me suis assise dans le salon avec un café et j'ai attendu. Je n'ai pas proposé de faire le petit déjeuner. Je n'ai pas vidé le lave-vaisselle comme je l'aurais fait normalement. Je n'ai même pas dit bonjour quand Julien est entré et a fait ce demi-hochement de tête qu'il fait toujours, comme s'il était trop cool pour dire bonjour correctement. Il a fallu un certain temps pour que tout le monde se rassemble. Mon frère est arrivé ensuite, en bâillant, demandant s'il restait du gâteau à la cannelle. Ma belle-sœur a suivi quelques minutes plus tard dans un de ces ensembles de pyjamas assortis qu'elle publie comme si elle était dans un catalogue. Ma mère est descendue la dernière, tenant son téléphone et fredonnant pour elle-même comme si de rien n'était. Une fois qu'ils se sont tous assis,
Je leur ai dit que j'avais quelques mises à jour à partager. Personne n'a vraiment réagi. Ils étaient à moitié distraits, Julien zappait les chaînes, mon frère était sur son téléphone, ma mère remuait déjà son café. Ils n'attendaient pas grand-chose de moi. C'était le schéma depuis des années. J'aidais. Je couvrais. J'arrangeais les choses. Je me taisais à ce sujet. Mais cette fois, je me suis raclé la gorge et je l'ai simplement dit clairement. Je leur ai dit que j'avais annulé 2 des cartes de crédit qu'ils utilisaient, celles que j'avais ouvertes des années auparavant quand les temps étaient durs, quand les heures de ma mère ont été réduites et que Julien avait un poignet cassé et que personne ne pouvait couvrir quoi que ce soit à temps. Je les avais remboursées plus de fois que je ne pouvais compter. Elles n'étaient même pas à leur nom. Les têtes se sont tournées lentement. Puis je leur ai dit que je transférais également les factures de services publics hors de mon nom. Eau, électricité, gaz, internet, assurance auto, tout. Absolument tout. J'avais déjà soumis les documents. Les entreprises les contacteraient directement dans la semaine à venir. Ils pouvaient soit prendre le relais, soit laisser les services être coupés. À eux de voir. On aurait dit que j'avais annoncé que je vendais la maison sous leur nez. Mon frère s'est redressé, demandant de quoi je parlais. Ma mère a cligné des yeux comme si je parlais une autre langue. Ma belle-sœur s'est contentée de me fixer. Je l'ai répété. J'en avais fini de couvrir une famille qui n'avait aucun problème à m'exclure d'un voyage que j'avais payé. Je leur ai dit que j'avais vu les photos. Celle de la villa à Biarritz que j'avais réservée avec ma carte. Celle dont ils avaient tous eu le temps de profiter en me disant qu'ils n'étaient pas sûrs de faire quoi que ce soit cette année. Ma mère a essayé de dire que ce n'était pas intentionnel, qu'ils pensaient que je ne voudrais pas venir, que c'était un peu de dernière minute, que je semblais occupé, qu'ils ne pensaient pas que ça m'importerait. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait demandé de couvrir la caution, et que je l'avais fait sans la réclamer en retour. Et personne ne m'avait même envoyé une seule photo. Pas un seul message, pas même un avertissement. Julien a essayé de prendre ça à la légère, disant quelque chose sur le fait que tout le monde avait juste besoin d'une pause. J'ai dit que c'était bien, mais que s'ils avaient besoin d'une pause de moi, ils pouvaient en prendre une complètement. Cela incluait l'argent. Je leur ai dit que je n'étais pas en colère. J'étais clair. Je garderai mes distances. J'étais encore à Bordeaux pour la semaine pour régler quelques affaires personnelles, mais je ne jouerai plus le même rôle. Pas d'aide au budget, pas d'appel à Orange, pas d'envoi d'argent pour des urgences aléatoires. C'était fini pour moi. Le silence dans la pièce était total. Puis ma mère a demandé si nous pouvions simplement en parler plus tard. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Les décisions étaient prises. Je ne punissais personne, je m'adaptais en fonction de nouvelles informations. Je me suis levé et je suis allé dans ma chambre. 15 minutes plus tard, je l'entendais au téléphone avec EDF. Elle ne savait pas comment créer un nouveau compte, ne savait pas quel document il fallait. Elle n'arrêtait pas de dire, ma fille s'occupait toujours de ça. C'était vrai. Je m'en étais toujours occupé. Plus maintenant. Plus tard dans la journée, elle a essayé de mentionner nonchalamment que je pourrais peut-être encore aider, juste pour cette fois, avec la transition. J'ai dit non. J'ai dit que j'avais tout écrit et laissé un dossier dans la cuisine. Il pouvait se débrouiller. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas demandé pourquoi ils m'avaient laissé de côté. Je n'en avais pas besoin. Ils réalisaient tous, un par un, ce que ça faisait d'être à l'extérieur. Et la semaine ne faisait que commencer. Au 3e jour, je savais exactement comment ça allait se passer, le silence, le chantage affectif, la performance de confusion et d'impuissance. C'était une routine que j'avais déjà vue, mais elle fonctionnait autrefois parce que je me souciais plus de maintenir la paix que de les tenir pour responsables. Cette partie de moi avait disparu maintenant. Quelle que soit la version de Chloé dont il se souvenait, elle n'est pas venue avec moi cette fois-ci. Je me suis levé tôt à nouveau, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais le calme. Je me suis assise sur le porche avec mon café et j'ai regardé la rue. Il y avait quelque chose de paisible à être entouré de gens qui réalisaient tout juste que je n'allais plus réparer leurs dégâts. Quand je suis rentré vers 9 heures du matin, l'ambiance dans la maison était différente. Il y avait des papiers partout, des piles sur la table de la cuisine, sur le comptoir, même sur l'une des chaises de la salle à manger. Ma mère avait fouillé tous les tiroirs du couloir à la recherche de mots de passe, de numéros de compte, d'informations de connexion.
Elle avait des courriels imprimés étalés à côté de son téléphone, qui était en haut-parleur avec un pauvre représentant du service clientèle essayant de lui expliquer comment changer le nom sur un compte de service public. Il leur avait fallu moins de 48 heures pour paniquer. Je suis passé devant eux et je suis allé chercher un verre d'eau. Mon frère était sur le canapé, envoyant des messages avec fureur. J'ai aperçu un message disant quelque chose comme « Elle ne plaisante pas. Elle en a vraiment fini ». Ma belle-sœur planait maladroitement près de la table, essayant de faire comme si elle aidait ma mère mais clairement mal à l'aise d'être si proche du chaos. Julien n'était même pas là, probablement quelque part, prétendant que toute cette histoire n'avait rien à voir avec lui. Ma mère a levé les yeux et m'a demandé si je pouvais juste m'asseoir avec elle 5 minutes pour l'aider à comprendre la facture d'électricité. Elle a dit que le site la déconnectait sans cesse. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas si elle avait jamais créé son propre compte auparavant. Elle avait l'air épuisée. Je lui ai dit que j'avais écrit des instructions étape par étape et qu'elles étaient dans le dossier que j'avais laissé sur le comptoir la veille. Elle a dit qu'elle avait trouvé le dossier mais ne comprenait pas la moitié de ce qu'il contenait. C'est là qu'une pointe d'agressivité est apparue dans sa voix. Elle a dit que c'était cruel, la façon dont je faisais ça, que j'avais l'impression d'avoir tout planifié, que j'étais revenu juste pour leur jeter tout à la figure. J'ai dit, non, je suis revenu pour une visite. Je suis revenu en m'attendant à voir les gens que je pensais tenir à moi. Au lieu de ça, je suis entré dans une pièce pleine de rire à propos de vacances auxquelles je n'ai même pas été invité malgré le fait que je les ai payées. Je lui ai rappelé à nouveau que j'avais couvert la caution. Et pas une seule fois, quelqu'un n'a pris la peine de me dire qu'ils y allaient. Mon frère a finalement pris la parole, disant que c'était peut-être un problème de communication. Que peut-être tout le monde avait simplement supposé que quelqu'un d'autre m'avait prévenu, qu'il ne voulait pas me faire de mal, qu'il voulait juste un voyage relaxant. Je suis contente que ce fût relaxant, lui ai-je dit. Ça doit être agréable de se détendre aux frais de quelqu'un d'autre. C'est là que ma mère a dit que son cœur lui jouait des tours, qu'elle n'avait pas pu dormir, qu'elle avait été si anxieuse qu'elle pouvait à peine manger, que tout cela la rendait malade. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que sa propre fille lui ferait subir ça. Je l'ai regardée et j'ai dit que je ne lui faisais rien subir. J'ai simplement cessé de la protéger de la réalité. Le compte internet était à mon nom depuis 2017. Je l'ai créé quand il ne pouvait pas passer la vérification de crédit. Je le payais depuis lors. Pareil pour l'assurance auto. Pareil pour l'électricité. Pareil pour les cartes de crédit temporaires. Toutes ces années à donner pas des prêts, pas des faveurs, juste donner. Et ils n'ont même pas pu prendre la peine de m'envoyer une seule photo du voyage que j'ai payé. Ils ne m'avaient pas seulement oublié, ils m'avaient exclu. Ils ont décidé que j'étais la seule personne qu'il était sûr d'écarter parce que j'avais toujours été celle qui ne protestait jamais. Le reste de la journée a été étrange. Tout le monde a commencé à chuchoter. La télévision était allumée, mais personne ne la regardait. Ma belle-sœur est partie voir une amie et n'est rentrée qu'après minuit. Julien est apparu brièvement, est resté 5 minutes, puis est reparti. Mon frère a essayé de rôder près de moi comme s'il voulait s'excuser mais ne parvenait pas à trouver les mots. Ma mère est restée dans sa chambre, prétendant avoir besoin de s'allonger, disant que sa poitrine était toujours serrée. J'ai vaqué à mes occupations. J'avais des rendez-vous, un comptable à rencontrer, des papiers à finaliser, une société de gestion immobilière à visiter pour un petit appartement que j'envisageais de louer. Je ne leur ai rien dit de tout ça. Quand je suis rentré ce soir-là, personne n'a dit un mot. J'ai réchauffé mon propre dîner au micro-ondes, j'ai mangé à table pendant qu'ils se dispersaient dans le salon, faisant semblant de ne pas remarquer. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. Personne ne m'a même demandé où j'étais allé. C'était bien. Ils vivaient enfin dans le silence qu'ils m'avaient imposé. Au 4e jour, l'énergie dans la maison était instable. Ce n'était plus seulement de la tension, c'était quelque chose de plus proche de la panique. On pouvait le sentir dans la façon dont ils se déplaçaient les uns par rapport aux autres, comme si tout le monde avait peur de dire la mauvaise chose. Plus de rire. Plus de blagues entre eux. Plus de photos de voyage à la plage. Ce matin-là, je me suis réveillé au son de ma mère sanglotant dans la salle de bain. Des sanglots bruyants, théâtraux. Je ne suis pas allé voir si elle allait bien. Je me suis dit que si elle avait besoin d'aide pour configurer un prélèvement automatique, elle pouvait envoyer un courriel à la société comme nous tous. Quand je suis descendu, la cuisine était en désordre. La vaisselle de la veille, les poubelles non sorties, rien de cuisiné.
Il s'effondrait plus vite que je ne le pensais. Je n'ai rien dit. J'ai juste préparé du pain grillé et je me suis assise à table. C'est là que Julien est entré en trombe, claquant la porte derrière lui. Il est allé droit au réfrigérateur, l'a ouvert brusquement, puis l'a refermé tout aussi violemment. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ça t'amuse ?» Je n'ai pas répondu. Il a dit que sa carte de débit venait d'être refusée à une station-service. Il s'est avéré que la troisième carte, celle que je n'avais pas encore annulée, venait d'être bloquée pour activité suspecte. Je l'avais oubliée, honnêtement. Elle était liée à l'un de mes anciens comptes professionnels. Lorsque j'ai mis à jour la sécurité de ma banque la veille, le système l'a automatiquement signalée et l'a fermée. Apparemment, il l'utilisait pour acheter des provisions et de l'essence, juste jusqu'à ce que ses heures de travail augmentent à nouveau. Il a vociféré que j'essayais de le ruiner, que je ne comprenais pas ce que c'était que de joindre à peine les deux bouts, que je n'avais aucun droit de couper les vivres sans prévenir. Je lui ai dit que l'avertissement avait été donné il y a 3 jours. Il ne l'avait tout simplement pas pris au sérieux. Il a juré entre ses dents, a attrapé ses clés et est reparti. Mon frère l'a suivi. Ma mère est descendue quelques minutes plus tard, ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Elle s'est assise à table en face de moi et m'a demandé si je voulais reconsidérer ma décision, juste temporairement, juste jusqu'à ce qu'il puisse régler les choses. J'ai dit non. Puis elle a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Elle a dit que si je continuais comme ça, elle devrait appeler ma tante et tout lui expliquer. Et elle savait à quelle vitesse les choses se propageaient dans cette famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardée. Elle essayait de me menacer. Subtilement. La femme qui avait pleuré la veille à propos de ses douleurs thoraciques et de son état de santé menaçait maintenant de me salir auprès de parents à qui je parlais à peine. Et c'est là que la partie inattendue s'est produite. J'ai ri. C'est juste sorti. J'ai ri, pas fort, pas de manière moqueuse, mais avec une sorte d'incrédulité silencieuse parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé jusqu'où ils iraient pour éviter de prendre leurs responsabilités. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient aux abois. Je lui ai dit qu'elle pouvait le dire à qui elle voulait. Je serais heureuse de publier les relevés bancaires et les fils de courriel, les confirmations de paiement, les captures d'écran de chaque facture que j'avais couverte. J'ai tout gardé. Elle n'a rien dit, m'a juste regardé comme si elle ne reconnaissait plus qui j'étais. Cet après-midi-là, j'ai quitté la maison pour prendre l'air et je suis allé dans un café voisin. Je suis resté assise là un moment, à regarder les gens, à penser à quel point il était étrange que je me sois senti coupable de fixer des limites. Comment je me demandais si j'étais trop froide ou trop dure. Et maintenant, j'étais là, à regarder les gens qui m'avaient autrefois épuisé se débattre comme des tout-petits après qu'on ait enlevé les petits trous. Quand je suis rentré, il y avait une lettre scotchée à la porte de ma chambre. C'était une lettre manuscrite de ma mère, de 2 pages. La première page était émotive, un résumé de tout ce qu'elle avait fait pour moi en grandissant, tous les sacrifices qu'elle avait faits, à quel point les choses étaient difficiles après le départ de mon père, comment elle avait fait de son mieux. La deuxième page était une liste de ce qu'elle disait être les raisons pour lesquelles cette punition est disproportionnée. Je les pliai et les jetai à la poubelle sans lire le reste. Parce que je ne la punissais pas, j'en avais juste fini de prétendre qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et il me restait encore 2 jours. Au 5e jour, quelque chose s'était fissuré et plus rien ne tenait. Les silences polis avaient disparu. La tension s'était transformée en quelque chose de plus bruyant, de plus désespéré. Ce n'était plus seulement de l'inconfort maintenant, c'était l'effondrement. J'ai de nouveau quitté la maison tôt. Pas de petit déjeuner, pas de conversation anodine. J'avais un rendez-vous avec une avocate dans le centre-ville de Bordeaux, une femme avec qui j'échangeais des courriels depuis des mois. Nous finalisions les papiers pour un appartement que je possédais en pleine propriété, un petit endroit tranquille dont ils ignoraient même l'existence. Je l'avais rénové moi-même pendant les week-ends et les soirées tardives en utilisant des primes et des revenus supplémentaires sur lesquels ils ne m'ont jamais interrogé parce qu'ils n'y ont jamais pensé. Il était à moi, et je le mettais en location. Je n'avais pas prévu de partager ce détail, mais à ce moment-là, je savais que je ne le ferais jamais. Je suis rentré vers midi. La porte n'était pas verrouillée, ce qui m'a déjà indiqué que quelque chose n'allait pas. À la seconde où je suis entré, je l'ai entendu, des cris. Pas les habituelles voix fortes qui passaient pour des conversations dans cette maison. C'était différent. Mon frère et ma mère se hurlaient dessus. À plein volume, le visage rouge,
une sorte de cri sauvage. Je suis resté dans le couloir, écoutant tout se dérouler sans bouger. Il criait qu'elle avait menti, qu'elle avait fait croire que tout allait bien, qu'elle avait caché à quel point la situation était vraiment mauvaise. Elle lui criait en retour qu'il ne demandait jamais, qu'il était trop occupé avec sa femme, avec son travail, avec son propre petit monde, qu'elle n'avait jamais pu compter que sur moi. Elle l'a dit 3 fois, seulement Chloé. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment vivre sans que je maintienne tout ensemble. Je suppose qu'elle pensait que ça sonnerait comme un compliment, mais ce ne fut pas le cas. Plus maintenant. Quand je suis entré dans la cuisine, ils se sont tous les deux figés. Les yeux de ma mère se sont instantanément tournés vers moi, et j'ai pu voir le passage de la rage à autre chose. Quelque chose de répété. Elle a cligné des yeux, a serré sa poitrine, et a dit les mots comme si elle les lisait sur un script. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Et puis ça a commencé. Elle s'est affalée sur une chaise de la cuisine et s'est mise à sangloter. Mais pas le genre fin d'avant. Ou peut-être que c'était fin, juste plus fort cette fois. Elle haletait, disant qu'elle ne pouvait pas respirer, que son cœur battait la chamade, qu'elle pourrait s'évanouir, que le stress était trop intense. Elle a levé les yeux vers moi et a dit que je la tuais, que je brisais la famille, que j'avais tout gâché. Mon frère n'a pas bougé. Ma belle-sœur, qui était arrivée au milieu de la dispute, avait l'air sur le point de pleurer juste à cause du bruit. Julien n'était même pas à la maison. Personne ne savait quoi faire, sauf moi. Je suis resté là sans sourciller parce que ce n'était pas réel. Ou peut-être que si. Peut-être qu'une partie d'elle se sentait vraiment mal. Mais le moment n'était pas une coïncidence. L'effondrement, la main sur le cœur, l'accusation soudaine, ce n'était pas du chagrin. C'était une punition, et je ne jouais plus ce rôle. Je suis passé devant eux, par-dessus les morceaux brisés de ceux qui s'étaient fracassés sur le sol, et je suis allé dans le salon. J'ai allumé la télévision. Quelque chose de futile, une émission de cuisine, je crois. J'ai augmenté le volume jusqu'à ce qu'il couvre les sanglots étouffés qui résonnaient depuis la cuisine. Je n'ai pas demandé si elle allait bien. Je n'ai pas demandé s'ils avaient besoin d'aide. Je n'ai rien demandé parce que je savais déjà ce qu'ils feraient si je leur cédais ne serait-ce qu'un pouce de terrain. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu la porte claquer. Julien est rentré et est allé directement dans sa chambre. Mon frère et sa femme étaient dans la leur, parlant à voix basse. La maison semblait petite, comme si elle avait rétréci sous le poids de tout ce que personne ne disait. Quand je suis allé me brosser les dents, j'ai remarqué quelque chose. La porte de ma mère était entr'ouverte, juste assez pour que je la voie éveillée, allongée sur le côté, face au mur. Elle savait que je la voyais, mais elle n'a rien dit, et moi non plus, car à ce moment-là, mon sac était déjà fait. Mon vol était tôt, et il n'y avait plus rien à réparer. Je n'ai pas attendu le lever du soleil. À 5h12 du matin, j'ai fermé la fermeture éclair de ma valise, j'ai vérifié une dernière fois la chambre d'amis pour voir si je n'avais rien oublié, et j'ai tout transporté silencieusement dans le couloir. Le plancher a grincé comme il l'avait toujours fait près des escaliers, mais aucune porte ne s'est ouverte. Soit ils dormaient, soit ils faisaient ce qu'ils avaient tous fait ces derniers jours, faire semblant de ne pas entendre ce qui était juste devant eux. On aurait pu en dire autant pour la majeure partie de notre vie. Quand je suis sorti, le ciel était encore sombre, à peine une lueur de lumière à l'horizon. La lumière du porche était éteinte. Elle était tombée en panne l'hiver dernier, et c'est moi qui avais remplacé l'ampoule 2 fois. Je ne me suis pas donné cette peine cette fois. La voiture que j'avais réservée était déjà garée le long du trottoir. J'ai fait un bref signe de tête au chauffeur et j'ai commencé à charger mes propres bagages dans le coffre. La porte derrière moi ne s'est pas ouverte. Je ne m'y attendais pas. Il n'y a pas eu d'adieu, pas d'excuse de dernière minute, pas de confession larmoyante de la part de la femme qui disait ne plus pouvoir respirer il y a 2 jours. Juste le silence. Comme si toute la maison était entrée dans une sorte de confinement émotionnel et que personne n'avait le code pour en sortir. Nous nous sommes éloignés, et je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a été calme. J'ai regardé les lampadaires défiler et j'ai pensé à toutes les années où je suis revenu ici, en espérant que ça ressemble à nouveau à un foyer. Tous les vols réservés en fonction de leurs horaires. Toutes les choses que j'ai annulées pour pouvoir venir et aider. Tous les anniversaires que j'ai payés. Tous les prêts qui n'ont jamais été remboursés. Toutes les fois où j'ai dit oui, même si cela signifiait renoncer à des morceaux de ma propre vie. Et ils m'ont exclu de vacances que j'ai payées.
J'ai ouvert mon téléphone. 3 messages non lus. Un de mon frère, un de Julien, et un de ma mère. Je n'ai pas ouvert le sien. Je n'en avais pas besoin. Mon frère disait, « Eh, tu es déjà parti ?» Julien disait, « Tu ne bluffais vraiment pas, hein ?» Et le sien, l'aperçu suffisait, « Je n'arrive toujours pas à croire que tu fasses ça pour une seule erreur. » J'ai éteint le téléphone et je l'ai laissé tomber dans mon sac. À l'aéroport, je me suis déplacé comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Pas de retard, pas d'hésitation. Je ne me sentais ni tremblante ni incertaine. Je ne me sentais pas coupable. J'avais l'impression d'avoir enfin quitté quelque chose qui me tirait vers le fond depuis des années. De retour à Paris, l'air était sec et froid, mais pur. Je suis entré dans mon appartement et je suis resté là un long moment. Pas de bruit, pas de drame, personne qui attendait pour demander de l'aide avec une facture, un mot de passe ou une faveur. Juste moi. Il y avait des plantes sur le rebord de la fenêtre que j'avais oublié d'arroser. L'une était complètement morte. L'autre était penchée sur le côté, obstinément encore en vie. Je l'ai arrosée et j'ai ouvert la fenêtre. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé. Vers 20h, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était tendue, comme si elle répétait. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais bien rentré. Puis elle a prononcé la phrase que je savais venir, « Je ne pense pas que nous puissions surmonter ça si tu n'es pas prête à rentrer pour Noël. » C'était toujours la dernière carte. Noël. Je suis resté avec ça un moment, puis j'ai répondu par une seule ligne, « Si c'est comme ça que ta famille se comporte quand je viens, je ne reviendrai pas pour les fêtes. » J'ai retourné mon téléphone et je l'ai laissé ainsi pour le reste de la nuit. C'était il y a 16 jours. Depuis, pas d'appel, pas de message, juste un silence partagé que, pour une fois, je n'ai pas rompu. Et la vérité ressemble au premier calme qui m'appartient vraiment. La dernière mise à jour. 6 semaines ont passé. J'ai arrêté de compter après le premier mois. L'hiver s'est installé pour de bon, des matins froids, des trottoirs gelés, le genre de calme qui s'installe profondément en toute chose. J'avais retrouvé mon rythme. Je travaillais plus, je dormais mieux, je disais non sans le répéter dans ma tête. Mon appartement me semblait à nouveau mien. Ma vie aussi. Noël est passé sans un seul appel. J'ai préparé un dîner pour une personne, je me suis acheté un cadeau, et j'ai allumé une bougie juste parce que j'en avais envie. Pas de culpabilité, pas d'explication à donner à qui que ce soit sur la raison pour laquelle je n'étais pas à la maison, parce que j'étais chez moi. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de le prouver à qui que ce soit. Je pensais vraiment que c'était la fin, que le silence serait le dernier mot. Puis la lettre est arrivée. C'était juste après le Nouvel An, coincé entre les prospectus et les offres de cartes de crédit dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture instantanément. Ma mère écrivait toujours comme quelqu'un qui avait pris des cours de calligraphie au sérieux dans les années 80. Mon nom sur l'enveloppe était souligné une fois. À l'intérieur, une page. Pas d'ouverture dramatique, pas de « Chère Chloé », pas de formule de politesse finale. Juste elle. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu l'intention de faire ce qu'elle a fait, pas de la manière dont ça a été perçu. Elle a admis que oui, elle avait dit aux autres de ne pas mentionner le voyage, qu'elle s'était convaincue que je serais de toute façon trop occupé, que me laisser de côté était plus facile que d'avoir la conversation sur pourquoi il voulait des vacances sans moi. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé tout ce que je portais jusqu'à ce que ce ne soit plus là. Elle a énuméré des choses qu'elle n'avait jamais reconnues auparavant, les factures de services publics, les cartes, l'argent, la façon dont je ne demandais jamais de louanges, mais ils agissaient comme si cela signifiait que je ne les méritais pas. Elle a dit qu'elle n'avait pas reconnu à quoi ça ressemblait, comment tout s'additionnait, jusqu'à ce qu'elle doive rester au téléphone avec un représentant du service clientèle pendant 3 heures juste pour faire rétablir l'électricité. Elle a écrit, « Je ne savais pas tout ce que tu avais fait jusqu'à ce que tu sois parti. Je ne savais pas à quel point la maison pouvait être silencieuse jusqu'à ce qu'elle soit remplie du poids de nos propres voix. » Puis, juste une phrase vers la fin, « Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. » C'était tout. Pas de demande, pas d'invitation, pas d'instruction, juste la première chose honnête que j'entendais de sa part depuis des années. Je suis resté longtemps avec la lettre. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas en colère.
C'était plutôt comme si quelque chose qui était mal ajusté s'était enfin mis en place. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai, mais je n'ai pas jeté la lettre. Elle est maintenant dans un tiroir près de mon lit, soigneusement pliée. Non pas parce que je prévois de la relire, mais parce que je veux me souvenir de ce que ça fait d'être enfin vu. Pas applaudi, pas supplié, pas culpabilisé, juste vu. C'est comme ça que ça s'est terminé. Pas par une réconciliation, pas par une étreinte parfaite dans l'embrasure d'une porte. Juste la vérité, enfin dite après des années de silence déguisé en amour. Et ça, plus que tout, m'a permis de tourner la page. Pas parfaite, mais la mienne.